Bien, bonjour à tous. Et merci beaucoup Marie-Paul pour l'invitation. Donc, je m'appelle Florence Bertaille-Descoubes, je suis chercheure à l'INRIA. Dans cet exposé, je vais vous parler de modélisation numérique de fibres en contact et je vous montrerai comment on a appliqué ces recherches à la synthèse de chevelures réalistes. Alors, avant de me focaliser sur les fibres et sur le contact, je voudrais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la modélisation numérique, puisque c'est au cœur de mathématiques de recherche, donc qui concerne la modélisation numérique d'objets mécaniques complexes appliqués à la synthèse d'images. Alors il y a plusieurs caractéristiques. La première est due au fait qu'on s'intéresse à appliquer nos résultats en synthèse d'images, et donc on va s'intéresser à des phénomènes visuellement riches. Visuellement riches, ça veut dire que ça va être des phénomènes qui vont avoir une forme complexe et également un mouvement complexe, donc des objets soumis à de grandes déformations, à des grands déplacements, beaucoup sollicités aussi par des contacts, des chocs, des frottements. Et pour pouvoir donc modéliser ces systèmes, on va procéder par deux étapes. La première étape de modélisation va concerner la modélisation mécanique. Donc on va mettre en équation les phénomènes auxquels on s'intéresse. Alors bien sûr, il existe beaucoup de modèles mécaniques qui ont été déjà élaborés par des physiciens. Donc le but du jeu ici, ça va être de trouver les bons modèles à la bonne échelle qui nous permettent de modéliser exactement le phénomène que l'on considère avec les critères qui nous intéressent. Au bout de cette étape, on va aboutir à des équations qui vont être continues en espace et en temps. Et le cœur de notre travail va consister à numériser ce modèle. C'est la modélisation numérique où on va essayer de rendre ces équations compréhensibles par un ordinateur, parce qu'évidemment, ces équations ne sont pas, on ne peut pas les résoudre analytiquement, bien souvent. Et ainsi, on va aboutir à des équations discrètes. Et ce que je voudrais essayer de vous faire sentir dans cet exposé, c'est que les choix qu'on va prendre lors de cette numérisation vont avoir une influence très grande dans la qualité de nos simulateurs. Et notamment, ici, on va s'attacher à essayer de garantir 4 propriétés pour nos modèles. La première, c'est le réalisme physique. Alors, le réalisme, bien sûr, il va dépendre des ingrédients qu'on va mettre dans le modèle mécanique, mais il va falloir faire attention à ne pas dégrader ce réalisme lorsqu'on va numériser le modèle. On va vouloir également avoir des simulateurs très robustes. Vous avez vu qu'on s'intéresse à des phénomènes qui sont très sollicités en déplacement, en déformation, avec du contact, du frottement. Donc il faut que nos simulateurs puissent tenir le coup pour ces gammes de paramètres un petit peu extrêmes. Même si on ne se focalise pas ici sur le temps réel, on veut que nos simulateurs soient efficaces. C'est-à-dire que typiquement, on voudrait que nos simulateurs prennent quelques minutes, voire quelques heures au plus pour calculer une séquence de plusieurs secondes, mais pas attendre des semaines ou des mois entiers. Et puis finalement, comme l'a expliqué Marie-Paul dans son exposé, le contrôle utilisateur est quelque chose de très important. Une règle d'or en informatique graphique, c'est que c'est toujours l'utilisateur qui doit avoir le dernier mot sur ce qui est produit, donc sur la forme générée, sur les mouvements générés. Et donc il est très important de pouvoir fournir des poignées de contrôle à un utilisateur pour contrôler le déroulement d'une simulation. Dans la deuxième partie de cet exposé, je vous montrerai un exemple de modélisation inverse où on laisse l'utilisateur choisir librement une forme statique qui va ensuite être interprétée automatiquement comme un équilibre stable d'un simulateur. Alors, les chevelures numériques. Donc, la modélisation des chevelures numériques, en fait, elle a vu le jour grâce à l'informatique graphique. C'est dans ce domaine qu'on avait besoin de simuler des personnages virtuels de manière réaliste. Et en fait, c'est à peu près au moment des années 90-2000 qu'on a commencé à avoir des puissances d'ordinateurs telles qu'on pouvait espérer simuler des accessoires de personnages, c'est-à-dire les vêtements et les cheveux. Alors je dis accessoires, mais en fait une chevelure, c'est un élément très important de la personnalité d'un personnage. Ça définit vraiment son côté individuel. Donc même s'il y a eu des progrès très grands qui ont été effectués au cours des 15 dernières années, donc vous voyez les progrès qui ont été effectués, la chevelure reste toujours un système très compliqué à modéliser, à simuler. Alors la première raison, c'est que c'est un système intrinsèquement complexe, comme on va le voir sur cette vidéo. Donc une chevelure humaine, elle est composée d'environ 150 000 fibres individuelles. Chacune de ces fibres est très longue, très fine, et elle a elle-même une surface assez complexe. Vous voyez, recouverte d'écailles ici. Donc des cheveux sont caractérisés par un comportement mécanique complexe. Une mèche de cheveux peut facilement se plier ou se tordre,
mais à notre échelle d'observation, elle reste inextensible. Elle a également un comportement très non linéaire. Vous allez voir sur cet exemple, on va prendre une mèche qu'on commence à plier et ensuite, vous voyez, il se produit une instabilité, flexion, torsion, la mèche se met à vriller soudainement. Et puis, il y a beaucoup d'interactions. Sur une tête, il y a beaucoup de chocs qui se produisent entre les cheveux, du contact, du frottement. Et tout ça, il faut le prendre en compte dans le modèle. Et enfin, on a des formes naturelles variées pour les cheveux, de lisses à ondulés jusqu'à frisés, même crépus. Et selon la forme naturelle des cheveux, on a des comportements mécaniques qui varient beaucoup. Donc ici, vous voyez le mouvement en balancier d'une mèche droite. Ici, vous voyez ce mouvement de torsion au bout de la mèche ondulée. Ici, une mèche bouclée va plus se comporter comme un ressort. L'autre difficulté, c'est que contrairement à d'autres milieux comme les fluides ou les granulaires qui ont été beaucoup étudiés par les physiciens et les mécaniciens, pour un milieu type cheveux, donc assemblé de fibres, on ne dispose d'aucun modèle de référence aujourd'hui. Et on a aussi peu de résultats expérimentaux. Voilà, donc dans la première partie de mon exposé, je vais vous expliquer comment on a construit un premier modèle numérique de chevelure. Alors on a procédé par une méthode qu'on appelle méthode par élément discret, c'est-à-dire qu'on a modélisé chaque fibre individuelle. Donc ici, vous avez un exemple de simulateur de fibres qu'on a mis au point. Vous voyez qu'on peut lui appliquer de la frisure naturelle. On peut bouger son point d'encastrement. On peut lui appliquer des forces à l'extrémité, un peu partout sur la tige. Et puis ensuite, donc, on a réalisé une chevelure en composant, en assemblant des milliers de fibres comme celle-ci et en les couplant avec un modèle de contact frottant. Voilà, et là, ici vous avez le rendu final de la simulation. Voilà, donc dans cette première partie, je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment on a construit ces modèles de fibres. En fait, on a construit des modèles réduits de fibres. Et ensuite, je vous expliquerai comment on a géré le contact frottant. Donc, une fibre de cheveux, c'est une structure qui va être très longue et très fine. On va considérer qu'elle a un bord encastré, c'est-à-dire que c'est le bord qui va être planté sur la tête, et l'autre libre. Cette tige, on va considérer qu'elle est élastique en flexion et en torsion. Donc élastique, ça veut dire que quand on l'éloigne de sa position au repos et qu'ensuite on arrête d'appliquer des forces sur cette tige, elle va revenir à sa position de départ. Par contre, elle va rester inextensible. On veut pouvoir gérer des grands déplacements et on veut pouvoir gérer aussi une frisure naturelle. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi le modèle mécanique de tige de Kirchhoff, qui est un modèle qui permet de satisfaire exactement tous ces critères, qui n'en fait pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si on prenait un modèle plus simple, par exemple un masse-ressort, on ne serait pas capable de prendre en compte la torsion facilement. Et si on prenait un modèle complètement volumique, en fait, on aurait un modèle inutilement lourd pour nos besoins. Alors, comment se décrit cette tige de Kirchhoff d'un point de vue géométrique? Donc, on la décrit tout d'abord par une ligne moyenne. Donc, c'est cette courbe, la C2S, qui est paramétrée par la petite curviligne S. Donc S égale 0, c'est le point d'encastrement, et S égale L, c'est le bord libre. L est la longueur de la fibre. Mais une ligne moyenne seule, ça ne suffirait pas, puisqu'on a besoin aussi de décrire comment la matière évolue le long de cette ligne moyenne. Et donc on va introduire ce qu'on appelle un repère matériel, donc qui est un repère orthonormé, dont l'un des axes est aligné avec la tangente à la courbe. Les deux autres axes, N1 et N2, sont dans le plan transverse de la section. Et ce repère va en fait glisser le long de la ligne moyenne par rotation infinitésimale. Donc là, vous voyez un exemple du repère matériel. Vous voyez que ce repère va tourner en fait, le long de la ligne moyenne autour en fait, de ces trois axes. Et attention, ce n'est pas le repère de Freinet ici. Le repère de Freinet, c'est à repérer simplement une courbe. Ici, on a plus qu'une courbe, on a vraiment une tige matérielle. Donc une courbe plus de la matière autour. Alors en fait, on a 3 degrés de liberté dans l'évolution du repère matériel. Le repère peut tourner autour de l'axe tangent, donc c'est ce qui définit la torsion, c'est la vitesse de rotation autour de cet axe. Et puis il peut aussi tourner autour des deux axes de la section. Et la vitesse de rotation selon chacun de ces axes s'appelle de la courbure. Donc on a 2 courbures et une torsion. Et on peut définir le vecteur de Darboux,
qui est en fait exactement le vecteur qui a pour composante dans le repère matériel la torsion et les courbures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez tout à l'heure le repère qui tournait. En fait, le repère tourne autour de ce vecteur de Darboux le long de la tige. Donc le repère de Darboux correspond exactement au vecteur rotation instantanée de la tige. Et on peut l'écrire mathématiquement, cette évolution, avec cette équation différentielle donc qui exprime le fait qu'une petite variation du repère s'exprime comme une rotation infinitésimale autour du vecteur de Darboux. Alors vous voyez que si on se donne des courbures et une condition ici du repère au bord encastré, en théorie, on va pouvoir intégrer cette équation et donc récupérer le repère tout le long de la tige. Et puis une fois qu'on a le repère, on peut récupérer donc la tangente, le vecteur tangent, et par cette deuxième équation, on peut intégrer à nouveau pour récupérer la ligne moyenne. Donc ce problème d'intégration, je l'ai résumé ici. Donc on se donne trois fonctions courbure et torsion. On a ce problème de Cauchy ici, que si on est capable d'intégrer, nous donne l'évolution du repère. Et ensuite, à partir du repère, on peut en déduire la ligne moyenne. Alors ce problème, il admet une solution unique. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'expression explicite dans le cas général. Et on pourrait l'intégrer numériquement, mais si on utilise des schémas classiques type Euler, ça va être très coûteux. Alors qu'ici, on n'est qu'à l'étape de la description géométrique. Je ne vous ai pas encore parlé de dynamique. Donc on verra par la suite des méthodes astucieuses pour faire ce calcul de manière efficace. Alors la dynamique, justement, j'y viens. Donc voici les équations dynamiques de Kirchhoff. Donc ce n'est pas important de les lire en détail. Ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est que ces équations en fait, se traduisent simplement par le bilan des forces ici. Donc ici, on a appliqué le bilan des forces sur une petite portion de tige. Donc vous avez simplement masse fois accélération de cette portion égale la somme des forces. Donc comme on considère une petite portion de tige, on a aussi à prendre en compte des forces internes, des forces qui sont appliquées par les autres parties de la tige sur cette petite portion. C'est ce qu'on appelle la tension de la tige. Et puis on a de même le bilan des moments, ici, qui est sa deuxième équation. On a également un moment interne à considérer. Ces équations sont complétées par une loi de comportement élastique qui va être linéaire, donc qui va dépendre linéairement de cette différence entre notre courbure et la courbure naturelle, donc qui correspond à la frisure naturelle dont je parlais au début. Et puis on a des conditions limites. Donc les conditions d'encastrement, j'en ai déjà parlé, mais on a aussi des conditions au bord libre, dans le sens où on n'a pas de tension ni de moment interne sur le bord libre. Et du coup, vous voyez que ce qui se passe au bord libre, c'est que la courbure de votre tige, elle est forcément égale à la courbure naturelle de la tige. Voilà, donc ce problème, en fait, c'est un problème assez compliqué. Vous voyez que ce sont des équations différentielles aux dérivées partielles, non linéaires, avec des conditions limites. Si on choisit les méthodes de différence finie pour les discrétiser, on a rapidement des problèmes de stabilité en dynamique, puisque les fortes courbures vont imposer une discrétisation spatiale très fine. Et donc, il est préférable de discrétiser en espace au préalable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un nombre fini de coordonnées en espace. Donc, un exemple typique, c'est la méthode des éléments finis, qui permet de projeter des équations sur une base qui va être définie à partir d'un nombre fini de coordonnées. Et ensuite, on va aboutir à un système d'équations différentielles ordinaires en temps qu'on va pouvoir cette fois-ci résoudre par différence finie. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est quel choix peut-on prendre pour nos coordonnées spatiales? Alors on peut distinguer deux familles de choix de coordonnées. Donc pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'un pendule simple pesant. Donc ici, on a une petite masse qui est attachée à la base ici par un fil inextensible de longueur L. Et ce pendule est soumis au champ de gravité. Donc une méthode très simple pour choisir les coordonnées de ce système, ce sont les méthodes nodales. Donc en fait, ici, on va simplement choisir comme coordonnée la position du point. Voilà, et vous voyez qu'on peut écrire très simplement les équations de la dynamique de ce système. Le problème, c'est que ces coordonnées parcourent un espace beaucoup plus grand que ce qui est autorisé par la vraie cinématique du système ici. Et donc, pour empêcher que votre bille elle tombe sous la gravité, vous allez devoir rajouter une contrainte ici, à savoir que la longueur ici doit rester préservée, égale à la longueur du fil. Donc cette méthode a l'avantage d'être très simple à formuler. Par contre, elle vous force à ajouter des contraintes. Une autre méthode possible, c'est d'utiliser un modèle réduit. Vous allez en fait choisir comme coordonnée exactement le vrai degré de liberté de votre système, donc en l'occurrence ici l'angle θ. Donc de même, on peut écrire les équations dynamiques de ce système. Et là, le gros avantage, c'est que l'inextensibilité, elle est prise en compte de manière intrinsèque. Il n'y a pas de contrainte à rajouter.
Tout est contenu dans cette équation et dans la description du choix des coordonnées. Donc tout à l'heure, on avait deux équations scalaires et une contrainte scalaire. Ici, vous voyez, on a une contrainte scalaire, donc c'est vraiment un modèle qui a été réduit. Alors voyons comment ça se généralise au cas où on a m coordonnées. Donc on appelle ces coordonnées des coordonnées généralisées parce que vous voyez que ça peut être des positions, mais ça peut être aussi des angles ou même des courbures, c'est ce qu'on prendra après. Donc, dans tous les cas, quand vous choisissez un nombre fini de coordonnées, vous aboutissez à un système d'équations différentielles qui a cette tête-là, où là, en fait, on a le terme qui s'appelle la masse d'inertie, donc c'est le terme devant le terme d'accélération généralisée. Ici, on a la contribution des forces élastiques internes, ici, des termes d'inertie non linéaire, ici, la contribution des forces extérieures. Et éventuellement, on peut avoir une contrainte. Alors justement, si on considère maintenant le cas un petit peu plus compliqué d'une tige, on va la considérer en 2D pour l'instant. Si on reprend notre modèle nodal de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on choisit comme coordonnées les positions de points qui sont répartis sur la ligne moyenne. Alors ce système va simplifier par endroits. Vous voyez que la matrice d'inertie, en fait, elle ne va pas dépendre de la configuration de la tige, elle va être creuse également, ce qui est bien d'un point de vue numérique parce que cette matrice, on va falloir l'inverser ensuite pour résoudre le système. Par contre, on va devoir ajouter des contraintes. On va devoir ajouter les contraintes comme quoi les longueurs entre les points doivent être préservées. Et puis un autre problème, c'est que ici, le terme qui correspond aux forces élastiques va être non linéaire. Et ce terme est raide. Et donc, en fait, en général, c'est bien de le rendre implicite au moment de la discrétisation. Et puisqu'il est non linéaire, ça va être assez coûteux de le faire. A l'inverse, si on considère maintenant un modèle réduit, donc comme tout à l'heure, on prend des angles entre les segments. Alors, ce qu'on va perdre, c'est que notre matrice d'inertie va devenir dense et va dépendre de la configuration de manière non linéaire. Par contre, on n'a aucune contrainte supplémentaire à gérer et on va récupérer aussi un terme élastique ici qui va être linéaire par rapport à nos coordonnées. Alors en pratique, ce qu'on va choisir, ce n'est pas des angles pour paramétrer nos tiges, mais on va choisir quelque chose de plus haut degré, on va choisir des courbures, ce qui va nous permettre en fait de gérer des portions de tiges plus grandes, donc de mettre moins d'éléments par tige. Et ce faisant, vous voyez tout à l'heure, on avait le problème de la matrice de masse qui est dense. Alors cette matrice, elle va rester dense, mais elle sera plus petite, parce qu'on aura moins d'éléments pour décrire la tige. Donc ça sera un petit peu moins problématique pour inverser le système. Alors, pour décrire la géométrie discrète, donc je reviens à ce petit schéma-là, où on se donnait justement, en fonction des courbures, comment décrire la tige. Donc maintenant, le choix qu'on va faire, c'est de prendre ces courbures et torsions constantes par morceau. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait pendant ma thèse en collaboration avec Basile Odoli. Et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ce qui se passe, c'est que sur chaque morceau, vous vous rappelez tout à l'heure, on n'avait pas de solution explicite, mais maintenant on a une solution explicite pour le repère et pour la ligne moyenne. Et en fait, cette solution va être donnée par les équations d'une hélice circulaire. Chaque morceau va être exactement décrit par une hélice circulaire. D'axe oméga, oméga c'était le vecteur de Darboux. Ensuite, on va pouvoir raccorder continuellement le repère entre les morceaux. Et on va ainsi pouvoir calculer toute la cinématique, c'est-à-dire la géométrie et la vitesse de chaque point de la tige de manière explicite. Et on va récupérer au passage une ligne moyenne qui va être de continuité C1 puisqu'on a raccordement continu des tangentes. Alors, donc nos coordonnées généralisées vont être en fait composées de 3 fois n éléments qui sont les courbures et torsions sur chacun des éléments. Et ensuite, donc, le but du jeu, ça va être de calculer le coefficient de notre EDO en temps qu'on va pouvoir faire en fait de manière explicite en fonction de QQ points pour chaque coefficient. Donc, par exemple, si on regarde ce terme de la matrice de masse ici, on voit qu'il se compose d'un produit de jacobiennes ici. Donc, c'est des termes un petit peu compliqués, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces jacobiennes, de même que pour la ligne moyenne, on peut à nouveau les calculer explicitement. En fait, ça va être des fonctions de cosinus, de sinus, de produit, etc. Donc, tout ça, on peut le calculer tout de manière exacte. Et finalement, on se ramène simplement à une résolution temporelle donc, de ce EDO qu'on va pouvoir donc, discrétiser par un schéma d'Euler semi-implicite. Et on va aboutir à un système discret de cette forme-ci, un système linéaire à résoudre. Et donc le gros avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est comme ces forces raides sont linéaires, ça va être très facile, en tout cas on n'aura pas besoin de... l'implicité de ces termes n'aura pas de coût. Et donc on va avoir des simulations relativement stables. Donc ici je vais vous montrer un petit exemple donc de cette super hélice. Alors, on va lui baisser un petit peu le frottement de l'air.
Voilà, et puis vous voyez, donc ça tourne en temps réel. Donc là, on a 5 éléments, et puis on peut lui mettre un petit peu de frisure naturelle, comme ceci, plus. Voilà, on peut retirer dessus. Donc là, le modèle reste vraiment parfaitement inextensible. Voilà. Alors vous voyez que donc, l'extensibilité elle est parfaite. On a aussi une gamme importante de formes naturelles qu'on peut simuler, de lisses jusqu'à ondulées, bouclées. On a des éléments d'ordre élevé, donc on a une représentation assez riche. Et puis on a une paramétrisation qui va être minimale et intuitive. Alors par contre, comme on a quand même ce problème de matrice de masse dense, ça peut être assez coûteux si on veut des tiges assez raffinées en précision. Donc, typiquement, quand on prend plus de 15 éléments, on va sortir de la gamme temps réel. Donc ça peut être un problème pour décrire des courbes assez complexes, assez longues. Et puis, on a un autre problème, c'est que la ligne moyenne, elle est seulement de continuité C1. Et vous allez voir sur cet exemple que ce n'est pas assez lisse, en fait, visuellement. Donc ici, sur cet exemple, je suis sûre que vous pouvez deviner où sont les jonctions entre les éléments. Parce que vous voyez, en fait, alors, la courbe est continue, hein, mais elle est même C1, mais elle est juste C1. Du coup, on peut deviner où sont les jonctions. Alors que sur cet exemple-là, qui est le modèle que je vais présenter ensuite, qui est d'ordre plus élevé, je pense que vous ne pouvez pas me dire où sont les jonctions entre les éléments, vous ne pouvez pas deviner combien d'éléments j'ai utilisés ici. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre d'éléments qui a été utilisé? En fait, il y a 2 éléments qui ont été utilisés. Donc c'est le modèle que je vais présenter ensuite. Donc il y a un modèle d'ordre encore plus élevé. Alors cette fois-ci, on ne va plus prendre des éléments, des courbures et torsions qui vont être constantes par morceau. En fait, on va les choisir linéaires par morceau. Comme ceci. Et en fait, sur chaque morceau, ce qu'on va récupérer, c'est une solution donc, en clotoïde 3D. Une clotoïde, c'est une courbe plane qui a pour caractéristique d'avoir une courbure linéaire en fonction de la pièce curviligne. C'est des courbes qui sont très utilisées en conception assistée par ordinateur, notamment pour raccorder des routes, hein, parce qu'elles ont les propriétés de pouvoir raccorder continuellement en courbure des morceaux de route. Et donc, courbure continue, ça veut dire accélération continue également. Le problème, c'est qu'on n'a plus de solution explicite pour calculer ces formes-là, même en 2D, à une clotoïde. En fait, pour calculer une clotoïde, il faut intégrer des cosinus de x carré et des sinus de x carré, et ça, on n'a pas de forme close pour ces intégrales. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même s'en sortir. Donc nous, on a mis au point une méthode dédiée, donc je ne vais pas détailler ici, mais qui est basée sur un calcul par série entière et qui est en fait beaucoup plus rapide, une centaine de fois plus rapide que des méthodes d'intégration classiques comme Euler ou Runge-Kutta. Et de cette manière-là, on arrive à avoir des simulations encore temps réel, donc pour des tiges très complexes. Donc là, il y a 5 éléments qui sont utilisés. Alors évidemment, chaque élément est beaucoup plus coûteux à calculer que nos éléments d'hélice tout à l'heure, mais on a besoin de mettre beaucoup moins d'éléments que pour la superhélice pour décrire des formes assez complexes. Et au final, pour des formes bouclées comme ceci, en fait, le compromis est meilleur pour ce modèle que pour les superhélices. Et vous voyez que, comme pour les superhélices, les simulations sont très stables, hein, on peut secouer assez fortement le modèle, et la simulation reste bien stable. Voilà. Donc je vais maintenant vous parler un petit peu de contact frottant. Alors on va commencer par observer un petit peu le mouvement réel de cheveux. Il y a des caractéristiques importantes qui se produisent dues au contact frottant. La première, c'est qu'on a des effets de frottement glissant, d'adhérence glissement. Vous voyez sur l'épaule, par exemple, on a des cheveux qui restent en contact, d'autres qui glissent. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir capturer. On a aussi des recourbements spontanés qui se produisent dus à l'adhérence entre les cheveux. Et puis, à cause du frottement statique, on a des choses intéressantes qui se passent visuellement. Vous voyez ces motifs de cheveux qui sont dessinés simplement par frottement statique. Les cheveux ne s'alignent pas tous bien les uns à côté des autres, mais restent en travers de la chevelure à cause de l'adhérence. Alors une première méthode à laquelle on peut penser, c'est la méthode la plus simple, c'est une méthode par pénalité. C'est une méthode très rapide, mais l'inconvénient, c'est une méthode très peu robuste. Donc cette méthode, en fait, on va calculer de manière explicite les forces qu'il faut mettre pour empêcher le contact. Le problème, c'est que c'est difficile de régler
automatiquement la raideur qu'il faut mettre pour empêcher les objets de se traverser. Donc là, j'ai un petit exemple pour vous montrer ceci. Dans cet exemple, on a un utilisateur qui essaie de serrer ce nœud. Alors, il va utiliser d'abord une méthode par pénalisation avec un choix de raideur. Donc, au départ, vous voyez que ce choix de raideur permet effectivement de maintenir le contact, mais au bout d'un certain temps, lorsqu'on va tirer trop, le contact va céder. On peut essayer de prendre une raideur plus forte, donc ça va tenir un peu plus loin, mais au bout d'un moment, on va toujours rompre le contact. Alors qu'avec une approche basée contrainte, ce que je vais vous expliquer ensuite, en fait, l'utilisateur peut tirer aussi fort qu'il veut, le contact ne va jamais céder, parce qu'en fait, la force va être calculée de manière implicite, de manière à ce que la contrainte de non-pénétration soit satisfaite. Voilà, un autre problème donc des méthodes classiques, il consiste, donc là pour le frottement, à régulariser le frottement, c'est qu'on ne peut pas capturer l'effet de seuil, adhérence, glissement dont je parlais tout à l'heure, facilement. Donc là, c'est un exemple de chevelure en contact avec l'épaule ici. Vous voyez que la chevelure glisse sans arrêt sur l'épaule et il n'y a pas moyen qu'elle se bloque sur l'épaule. Alors en revanche, un modèle de contact frottant par contrainte va permettre de calculer implicitement les bonnes forces de contact avec aucun paramètre redondant à ajuster. On va pouvoir prendre en compte le frottement solide. Donc là, vous voyez le même exemple de la chevelure qui glisse sur l'épaule, sauf que cette fois-ci, vous voyez bien les cheveux qui vont se coincer sur l'épaule et qui vont rester bloqués par frottement statique. Ce qu'on va perdre, c'est l'efficacité du calcul. On va avoir un temps de calcul beaucoup plus long, puisqu'il va falloir augmenter le système avec de nouvelles variables. Et puis, on peut aussi avoir des problèmes de convergence. Donc, l'objectif ici, on veut absolument avoir ces ingrédients dans notre modèle. Notre objectif, ça va être de trouver un solveur à la fois robuste et rapide pour traiter des dizaines, voire des centaines de milliers de contacts flottants. Alors, le modèle de contact frottant qu'on a retenu, c'est le modèle de contact avec frottement de Coulomb. Donc, dans cet exemple-ci, vous allez voir une boîte sur un sol. Le sol va s'incliner de plus en plus jusqu'à ce que la boîte en fait, se mette à glisser. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer le modèle de frottement de Coulomb. Donc, vous voyez ici, on a des rances, et puis lorsque la pente est suffisamment levée, la boîte va se mettre à glisser. Les avantages de ce modèle, c'est que c'est un modèle suffisamment réaliste, et notamment il capture cet effet de seuil. Une autre chose qu'il capture, c'est le fait que maintenant, si vous mettez une boîte plus lourde sur votre plan, la pente va devoir se lever plus pour que la boîte puisse se mettre à glisser. Ça veut dire que le seuil dépend de la force normale, d'accord, de la force normale appliquée. L'autre avantage, c'est que ce modèle, il reste suffisamment simple pour être simulé. Je mets simple entre guillemets parce que vous allez voir que ce n'est pas si simple. Donc la première étape qu'il faut faire avant de résoudre les contacts, c'est de les détecter. Et ici, on va prendre une méthode très simple de détection. On va englober nos fibres par des cylindres. Et puis, on va simplement calculer des distances minimales entre ces cylindres pour pouvoir repérer les contacts. En sortie, on va avoir les positions des points de contact pour les deux objets en contact et puis également la normale du point de contact. Alors, on peut avoir des méthodes d'accélération, par exemple un partitionnement des contraintes ou une table de hachage en espace. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle peut nécessiter de petits pas de temps pour ne pas rater des contacts. Par contre, le gros avantage, c'est qu'elle est vraiment simple et rapide. En pratique, la détection de collision va prendre simplement 1% du temps total de calcul pour notre résolution des contacts. Alors, une fois qu'on a détecté ces contacts, on va pouvoir écrire la dynamique. Donc ici, j'ai réécrit la dynamique sans contact qu'on avait tout à l'heure, avec la seule inconnue, la vitesse de notre système. Et maintenant, lorsqu'on rajoute de contacts, il va falloir rajouter une force, donc la contribution des contacts. Donc cette matrice H, en fait, elle sert juste à convertir notre force de contact qui est dans l'espace 3D dans notre espace de coordonnées généralisé. On a une relation cinématique entre donc, cette vitesse, la vitesse 3D et la vitesse généralisée. Et on doit voir que le couple UR doit vérifier la loi de Coulomb. Et donc, vous voyez qu'on se ramène à 3 inconnus ici. On va pouvoir simplifier un petit peu cela, dans le sens où on va pouvoir éliminer la vitesse V en inversant ce système ici. Et au final, on va se ramener à une formulation plus compacte en les deux variables, donc vitesse relative et force de contact, comme ceci. Donc ça, c'est assez classique pour les gens qui
puisqu'ils font des méthodes par contrainte. Et la matrice W, on l'appelle l'opérateur de Delassieux. Donc maintenant, toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit cette loi de Coulomb mathématiquement. Donc pour cela, on va définir ce qu'on appelle le cône du second ordre, qui est ce cône bleu ici. Donc ce cône, en fait, va être constitué des forces telles que la composante tangentielle est inférieure à mu fois la composante normale. Et on va définir la loi de contact frottant avec le Coulomb de cette manière-ci. Alors on a trois cas. Le premier cas, en fait, ce n'est pas vraiment un cas de contact, c'est le cas où les objets justement ne sont plus en contact, c'est le cas de décollage. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de force appliquée et vous avez la vitesse relative normale qui va être positive. Le deuxième cas, c'est le cas de l'adhérence, le frottement statique dont je parlais tout à l'heure. Dans ce cas-là, la vitesse relative est nulle, les deux objets collent l'un à l'autre et la force de contact est forcément à l'intérieur du cône. Le dernier cas, c'est le cas de glissement, où la force est forcément sur le bord du cône et vous avez une vitesse tangentielle qui est opposée à la réaction tangentielle. Alors, vous avez vu que cette formulation, elle n'est pas très commode, en fait, elle est disjonctive, hein, on énumère plusieurs cas. Et en fait, il y a beaucoup de formulations possibles pour cette loi de Coulomb. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, je vais en décrire que deux. Donc la première, c'est cette formulation disjonctive qu'on vient juste de voir. En fait, on peut l'exploiter pour construire un solveur numérique. Et la façon dont on va procéder, c'est qu'on va explorer de manière énumérative tous les cas qu'on vient de voir. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que pour un seul contact, c'est faisable. Et on peut même calculer la solution exacte lorsqu'elle existe, à la précision machine près. Le problème, c'est que cette méthode, on ne peut pas la généraliser à un nombre arbitraire de contacts parce que rapidement, ça explose en complexité. Une autre méthode assez classique, c'est de remplacer cette loi de Coulomb peu commode avec une formulation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher une fonction qui est telle que cette fonction s'annule exactement aux endroits où le couple UR satisfait la loi de Coulomb. Alors bien sûr, cette fonction, elle va être un petit peu bizarre. En fait, elle ne va pas être régulière. Donc je vous ai juste mis un exemple ici pour que vous voyez la tête de ce type de fonction. Donc c'est la fonction qu'on appelle d'Allard-Écurnier, qui est bâtie à base de projections sur des ensembles convexes. Donc vous voyez que cette formulation est déjà un petit peu compliquée, mais l'avantage, c'est qu'on réduit finalement la loi de Coulomb à simplement une recherche de zéro d'une fonction. Et ça, on sait le faire. Une méthode de résolution classique, c'est l'algorithme de Newton. Sauf qu'ici, la petite difficulté, c'est que notre fonction n'est pas régulière. La méthode de Newton a besoin des gradients pour fonctionner. Donc aux endroits où ce n'est pas régulier, on ne va pas pouvoir compter sur les gradients, mais il va falloir calculer des choses un petit peu plus générales que ça, qu'on appelle des sous-gradients. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors on a réalisé beaucoup de tests en fait, sur nos cheveux. On a testé beaucoup de solveurs différents. Et ici, je vous dresse quelques conclusions qu'on a faites. Ce qu'on a remarqué, c'est que sur nos exemples, donc de plusieurs milliers de fibres, les solveurs globaux, donc, qui cherchent à traiter tous les contacts en même temps, ne passent pas à l'échelle. Et donc, on a opté pour une résolution itérative où on traite les contacts un par un et on boucle là-dessus. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que si on échoue sur un contact localement, alors on fait échouer la boucle globale. Donc, on a porté tous nos efforts sur la conception d'un solveur local très robuste. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que sur un contact donné, la réussite, c'est-à-dire la convergence, est très variable selon la méthode employée. Et donc, on a choisi de faire une méthode hybride, où en fait, on a combiné deux solveurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une méthode de Newton non régulière qui est d'abord testée, et si elle échoue, alors on bascule sur un autre solveur. Et de cette manière-là, vous pouvez construire quelque chose de très robuste. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de simulation. Donc, ici, c'est la référence visuelle qu'on avait. Et voici le mouvement qu'on a simulé. Donc, bien évidemment, on n'a pas autant de cheveux, on en a 2000 ici. Mais on traite le contact frottant avec frottement de Coulomb exact en chaque point de contact. Et ici, on a environ 20 à 30 000 points de contact. Je crois qu'on monte jusqu'à 50 000 points de contact. Et vous voyez cette petite mèche qui reste en travers à la fin de la simulation à cause du frottement statique. Et la simulation reste bien stable à la fin. Ici, on va comparer le mouvement
avec frottement à gauche et le mouvement sans frottement à droite. Et vous voyez que sans frottement, la chevelure elle glisse beaucoup trop. Hein. On ne capture absolument pas les phénomènes de regroupement qu'on avait tout à l'heure. Et évidemment, on n'a pas le frottement statique, la petite mèche en travers à la fin. Donc ça, c'est un autre exemple qui est encore plus parlant. Donc toujours à gauche avec frottement et à droite sans frottement. Et vous voyez que en fait, la chevelure à droite, elle n'est même pas assez amortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... Là, le solveur converge à chaque fois, mais comme on n'a pas de frottement, il n'y a pas du tout de dissipation. Ça, c'est un autre exemple avec une chevelure un petit peu plus ondulée. Et vous voyez que grâce à la gestion assez précise du contact, on a ce volume qui est bien préservé au cours de la simulation. Et grâce à la gestion du frottement à seuil, on a ces petites mèches là en travers qui restent bien posées sur les cheveux. Si on n'avait pas de frottement statique, ces cheveux glisseraient sans arrêt sur la chevelure. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de modélisation directe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de modélisation inverse. Donc notre simulateur qu'on a construit ici, il prend en entrée des paramètres. Hein. Ce sont les paramètres du matériau, du cheveu, donc typiquement la masse, la raideur des fibres, également les coefficients de frottement au point de contact, et également la forme au repos, donc c'est ce paramètre Q0 qui correspond à la courbure naturelle des fibres. Maintenant, le problème qu'on se pose, c'est le suivant. On souhaite simuler une chevelure, mais pas n'importe laquelle. On veut simuler une chevelure bien spécifique. Donc imaginez un artiste qui a sculpté une chevelure en 3D, donc en utilisant des outils de design 3D par exemple, ou en capturant une chevelure réaliste. Il y a des outils pour faire ça maintenant. Donc ça, c'est des captures qui ont été réalisées par des collègues de l'Université of Southern California. Le problème, c'est que si on veut simuler exactement cette coiffure-là, la méthode classique, c'est de procéder par essai-erreur. C'est-à-dire qu'on va tester tout un tas de paramètres, donc comme c'est le cas ici par exemple, jusqu'à finalement converger vers quelque chose qui ressemble à la coiffure qu'on avait en entrée. Alors, mais bien sûr, cette méthode, elle est très fastidieuse, hein. Elle est très coûteuse en temps, et puis elle n'aboutit pas forcément à un bon résultat. Une autre méthode, une autre idée, ce serait de se dire est-ce qu'on ne peut pas directement injecter la forme qu'on a, puisqu'on dispose d'une forme numérique de cette chevelure, est-ce qu'on ne peut pas directement l'injecter dans les paramètres de forme au repos de notre chevelure? C'est-à-dire dire que notre Q0 ici, ça va être directement la configuration observée ici. Le problème, c'est que si on fait ça, donc ici vous avez les données d'entrée, si on fait ça, vous voyez que la chevelure, dès qu'on va lancer la simulation, elle va s'affaisser sous son poids, hein, puisque la configuration qu'on lui a rentrée ne correspondait pas à un état d'équilibre. Donc finalement, pour s'en sortir, en fait, il faut passer par la modélisation inverse, c'est-à-dire construire un simulateur statique inverse qui va être capable de calculer les bons paramètres tels que la forme qu'on avait en entrée corresponde à un équilibre de notre simulateur, et si possible un équilibre stable. Donc, comme tout à l'heure, pour vous expliquer ceci, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord traiter le cas d'une fibre isolée, et ensuite on verra le cas d'une assemblée de fibres. Donc, notre objectif pour une fibre isolée, ça va être, étant donné une configuration Q, donc c'est-à-dire une géométrie qui vous est donnée en entrée, donc qui va être donnée sous la forme d'une courbe, hein, est-ce qu'on peut trouver la courbure naturelle, les paramètres du matériau, tels que l'état Q soit en équilibre stable. Donc les équations d'équilibre d'un supermodèle, donc superhélice ou superclotoïde, s'écrivent comme ceci de manière assez simple. Vous vous rappelez, vous avez ces forces élastiques qui sont linéaires par rapport à ce terme Q moins Q0, égales aux forces donc, extérieures, donc en l'occurrence ici les forces de gravité. Et en fait, comme on considère que les paramètres matériaux sont homogènes, sont uniformes tout le long de la tige, les seuls paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour satisfaire cet équilibre, ce sont les courbures naturelles, puisqu'on peut les choisir différentes sur chaque élément. Et donc, si on suppose que le matériau est fixé, ici, les paramètres matériaux sont fixés, vous voyez qu'en fait, simplement, on va avoir à résoudre un système linéaire de taille à peu près 3 fois le nombre d'éléments. Pour une superclotoïde, ce serait 3 fois le n plus 1. Donc, c'est extrêmement simple de satisfaire l'équilibre en choisissant les bons Q0. On peut en plus regarder ce qui se passe au niveau de la dérivée seconde de l'énergie, donc la hessienne, pour avoir une condition suffisante de stabilité. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer une petite perturbation sur votre forme, vous voulez que cette forme revienne à la forme de départ. Et en fait, on peut écrire une condition très simple, une condition suffisante très simple de stabilité qui va vous dire que
la raideur sur la masse doit être plus grande qu'une certaine quantité qui ne dépend que de votre forme d'entrée. Et en l'occurrence, ce terme, pour le calculer, il suffit de calculer les valeurs propres d'une matrice réelle symétrique, ce qu'on sait très bien faire. Donc ici, je vais vous montrer un petit exemple. D'abord en 2D, où l'utilisateur va dessiner la forme cible, et puis ensuite, automatiquement, donc il va appuyer sur un bouton, automatiquement, le simulateur statique inverse va lui calculer les bons paramètres, de sorte que cette forme soit en équilibre stable du simulateur de tige. Donc vous voyez qu'ensuite, il peut il peut tirer sur la tige, et lorsqu'il lâche, elle revient bien à sa forme de départ. Donc ici, c'est le même exemple, mais en 3D, où l'animateur va modéliser donc la queue de ce chat, par une spline, en l'occurrence. Et ensuite, comme tout à l'heure, automatiquement, le simulateur statique inverse va convertir cette spline en une superhélice avec les bons paramètres tels que cette forme de départ correspondait à un équilibre stable. Voilà, donc vous voyez que l'inversion statique, en fait, elle est triviale pour un supermodèle, sans contact, hein, d'accord ? Et finalement, il nous reste une unique difficulté qui est d'ordre purement géométrique. Vous vous rappelez que nos supermodèles, ils ne sont pas construits n'importe comment, ils ont des géométries assez spécifiques. Ce sont soit des hélices par morceaux, soit des clotoïdes par morceaux. Donc le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on va récupérer en entrée une courbe qui est généralement donnée sous la forme d'une spline ou d'une séquence de points, et qu'il va falloir la convertir dans ce format, hein, c'est-à-dire sous la forme d'une courbe en hélice ou clotoïde par morceau. Donc on a déplacé finalement le problème de résolution statique inverse à ce problème géométrique. Mais en fait, ce problème géométrique, il est tout à fait gérable, hein. On peut concevoir des algorithmes d'approximation vraiment robustes et rapides. On l'a fait par exemple pour convertir une courbe 3D en une courbe en hélice par morceau. Et donc, c'est un problème plus facile à résoudre que de résoudre une statique inverse un petit peu complexe. Voilà, alors maintenant, on va passer à quelque chose de plus compliqué. On va s'intéresser à la modélisation inverse d'une chevelure, c'est-à-dire d'une assemblée de fibres qui vont être en contact les unes avec les autres et avec le corps du personnage. Donc, en entrée, cette fois-ci, on va récupérer un ensemble de courbes géométriques. Et pour simplifier, on va supposer ici que les paramètres du matériau, donc raideur et masse, vont être fixés à l'avance. On va s'occuper que d'essayer d'inférer les courbes naturelles des superhélices qu'il faudrait pour que cet ensemble soit une configuration à l'équilibre stable. C'est-à-dire qu'on va interpréter cette géométrie comme un ensemble de superhélices à l'équilibre sous la gravité et les contacts flottants. Je ne vais pas parler de stabilité en fait ici. Alors je vous rappelle la statique, les équations statiques dans le cas sans contact, qui sont celles-ci. On a vu qu'on pouvait très simplement inverser ce système pour trouver la bonne fusion naturelle, pour garantir l'équilibre. Alors quand on va rajouter du contact, ce qui va se passer, c'est comme tout à l'heure, on va rajouter cette contribution là, des forces de contact, avec la contrainte cette fois-ci que la force de contact doit être dans l'intérieur du cône, puisqu'on est dans le cas de l'adhérence ici. Et si on regarde maintenant l'expression du Q0 qu'il faudrait pour maintenir l'équilibre, c'est plus compliqué que tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait, on a un problème qui est sous-déterminé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs valeurs de force possibles. La force peut être vraiment n'importe où dans le cône et ça va marcher quand même. Et même la force peut être nulle, c'est-à-dire qu'on peut arriver à expliquer la forme qu'on observe simplement sans contact. Seulement, ça ne va pas être très réaliste. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut s'aider d'a priori Donc là, je vous ai mis deux exemples pour essayer de voir si on peut construire ces a priori. Vous voyez que, je pense que quand vous voyez ces deux exemples-là, vous avez envie de dire que si j'enlève la boîte ici, par exemple, vous avez envie que cette fibre, elle devienne toute droite, elle tombe sous la gravité. Vous n'avez pas envie qu'elle reste dans cette position-là. C'est-à-dire que vous avez envie de dire que cette forme, elle est manifestement expliquée parce que vous avez du contact. D'accord ? Elle n'est pas expliquée parce que vous avez des forces élastiques ici très grandes, ou une forme au repos un petit peu bizarre. La même chose ici, là, vous percevez visuellement qu'en fait, la forme, la fusion naturelle de ce cheveu, en fait, elle est lisse. Vous avez envie que ce soit une ligne droite. Donc l'idée qu'on a eue, c'est exactement ça ici, c'est-à-dire de dire on peut peut-être déjà fournir une première estimation pour cette fusion naturelle, et ensuite trouver la meilleure force R qui va être compatible avec la statique, les équations statiques, c'est-à-dire la force R qui va minimiser en fait, l'écart entre la courbe naturelle qui serait donnée par la statique inverse et cette estimation-là.
Donc toujours sous la contrainte qu'on a bien R qui est à l'intérieur du cône. On va rajouter aussi un paramètre de régularisation pour empêcher les forces de devenir trop grandes. Et finalement, ce qui est assez remarquable ici, c'est quand on va jusqu'au bout de la formulation, on se rend compte qu'en fait, on aboutit à un sous-cas du problème dynamique avec contact frottant. Donc ici, je vous rappelle, on est dans la statique et on fait de l'inverse. Et en fait, on aboutit à un sous-cas du problème de dynamique avec le contact frottant qu'on avait tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on peut résoudre ce problème exactement en réutilisant notre code de tout à l'heure, notre solver direct pour la dynamique. Et ce qui est très bien parce que justement, ce solver était bâti pour être extrêmement efficace. Alors, reste à spécifier comment est-ce qu'on estime ce premier Q0. Une première idée, ça serait de dire, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous expliquais les conditions au bord des équations de Kirchhoff, lorsqu'il n'y a pas de force exercée sur le bout de la tige, en fait, la courbure naturelle est égale à la courbure vraiment observée. Le problème, c'est que si on fait ça, et si on prend la courbure, l'estimation homogène, ça ne va pas forcément donner des choses très réalistes. Donc une meilleure idée, c'est de dire qu'en fait, on va simplement initialiser notre estimation avec la courbure observée tout le long de la tige. Ce qui revient physiquement en fait, à dire qu'on va chercher à trouver la force qui va minimiser l'énergie élastique de la tige. Parce que si on regarde le problème qu'on avait tout à l'heure, on voit que finalement l'écart qu'on cherche à minimiser, ça va être l'écart entre le vrai Q0 et puis la configuration d'entrée. Donc ce qui veut dire, c'est que tant qu'on peut le faire, on va compter sur le contact pour expliquer la forme qu'on observe. Et dès que le contact ne peut plus rien faire pour nous, alors on va dire à la tige, ok, sers-toi ton énergie élastique pour expliquer la forme que j'observe. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples ici. Vous voyez les temps de simulation, d'inversion sont très rapides, c'est d'ordre de quelques secondes pour ces chevelures qui comportent quelques centaines à quelques milliers de cheveux avec jusqu'à 30 000 points de contact ici. Donc le premier exemple, c'est cet exemple-là, qui est un exemple de capture. Donc ici, vous voyez juste l'étape de conversion en hélice par morceau. Lorsqu'on ne fait pas d'inversion, qu'on applique la gravité, évidemment, la chevelure s'affaisse. Et puis ensuite, on va appliquer notre algorithme d'inversion. Alors à gauche, vous avez l'inversion sans contact, c'est-à-dire la force R est toujours égale à 0. Et vous voyez cette petite mèche-là qui reste en travers, parce qu'on a pu l'expliquer seulement par l'élasticité des cheveux. On ne lui a pas permis de s'expliquer par du contact. Alors qu'à droite, là on a pris en compte, pardon, je reviens un petit peu en arrière. À droite, on a pris en compte les contacts, et du coup on a bien les cheveux qui partent en arrière comme on l'attend. Voilà, vous voyez cette mèche qui tombe ici, alors qu'ici elle reste dans une configuration irréaliste. Ici on a on démarre avec plusieurs estimations pour Q0. En fait, ça joue un petit peu sur le réalisme, sur la plausibilité de l'animation. Vous voyez qu'avec un Q0 trop droit, en fait, on a des petites mèches qui vont un petit peu sortir brutalement de leur configuration parce que finalement, on les force à avoir une configuration un petit peu trop droite. Alors après, l'intérêt, c'est qu'on peut s'amuser à faire de la coiffure virtuelle de manière physique, puisque maintenant, on n'a plus seulement qu'une géométrie, mais on a vraiment un modèle physique derrière. Donc ça, c'est l'exemple que je vous montrais au début, donc, de ce jeu de données qui a été capturé. Donc ici, vous voyez l'étape de conversion en hélice par morceau. Sans inversion, bon, la chevelure s'affaisse, on avait vu déjà tout à l'heure. Et là, c'est vraiment visible parce que les mèches sont très bouclées, donc l'élongation est très grande. Et puis avec notre méthode, on n'a pas de mouvement au départ. Et ensuite, on peut faire bouger cette chevelure, qui était purement géométrique au départ, je vous le rappelle. Donc on l'a convertie en un système physique. Et puis ensuite, on va pouvoir s'amuser à la couper virtuellement. Vous allez voir la réponse physique de cette coupe. Voilà, une fois qu'on dispose d'un modèle physique, finalement, on peut lui appliquer plein d'opérations physiques pour modifier son apparence. Voilà, vous allez voir l'effet de cette coupe dont je parlais. Et vous voyez la chevelure qui remonte, parce que maintenant, ce n'est plus une chevelure géométrique, c'est une chevelure vraiment physique.
Alors, c'est une méthode qui est en cours, hein, donc on a encore beaucoup de limitations. Notamment, vous avez vu qu'on a une heuristique très très simple pour estimer le premier Q0. On a également une très grande dépendance aux données d'entrée. Et notamment, ce qui est très important pour nous, c'est d'être capable de détecter correctement le contact. Vous comprenez bien que si on n'est pas capable de détecter correctement le contact, finalement, on va chercher à expliquer des formes de manière artificielle par d'élasticité, alors qu'en fait, c'est le contact qui l'expliquait. On n'a pas non plus encore de critères de stabilité pour ces assemblées de fibres, contrairement au cas isolé. Et puis finalement, on a supposé que beaucoup de paramètres étaient connus encore, comme les paramètres du matériau. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais néanmoins, on a déjà des résultats plausibles. L'autre avantage, c'est que la solution qu'on propose, elle est exactement en équilibre, elle satisfait l'équilibre de manière exacte, ce n'est pas une approximation. Et puis vous avez vu que l'inversion, elle était très très rapide. Donc voilà un petit aperçu de tout ce que j'ai présenté ce matin. Donc les modèles numériques, vous avez vu qu'en fait, il n'y en a pas un seul qui est parfait. Tous ont leurs inconvénients et puis leurs avantages. Ce qui est important, c'est de bien spécifier les critères que l'on souhaite et ensuite de trouver le modèle le plus adapté à ces critères. Dans notre cas, on a vu qu'on pouvait construire un modèle très compact pour le modèle direct, aussi bien de fibre que de contact frottant, et on pouvait exploiter cette compacité au niveau de l'inversion. Alors quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé dans cet exposé, qui est très important, c'est la validation expérimentale de nos modèles, aussi bien de notre modèle direct que de notre modèle inverse. C'est quelque chose qui est très difficile. On commence à savoir faire des choses au niveau d'une fibre unique, mais pour une assemblée de fibres, c'est compliqué. C'est très dur d'avoir des mesures, d'avoir des expériences. Et puis, typiquement, les animations que je vous ai montrées de ces coiffures capturées, on ne peut pas les comparer à quelque chose, puisque finalement, on n'a pas la séquence capturée de l'animation qui correspond. Ces données ne sont pas disponibles. Donc tout ceci nous incite à nous rapprocher vraiment fortement des physiciens expérimentateurs et aussi des personnes qui font ces captures-là, qui a un travail à part entière aussi en informatique graphique et en vision par ordinateur. Une autre voie de recherche qui nous intéresse, c'est au niveau de la modélisation directe. On a fait le choix dans cette méthode-là de prendre une méthode par élément discret, c'est-à-dire on modélise individuellement chaque fibre et ensuite on les coupe par contact frottant. Mais finalement, avec cette méthode, on parvient à simuler quelques milliers de fibres. Je vous ai dit au départ qu'une chevelure humaine, c'était 150 000 fibres. Donc on est loin du compte et on n'y arrivera pas avec cette méthode parce qu'elle est trop coûteuse. Ou alors il faudrait investiguer des méthodes parallèles. Donc une autre méthode à laquelle on pense, c'est de construire un modèle plutôt basé sur une représentation macroscopique du milieu fibreux. Par exemple, une représentation continue du milieu, avec des lois de comportement non régulières pour modéliser le contact et le frottement. Et puis au niveau de la méthode inverse, on aimerait bien sûr raffiner le processus d'identification. Donc ça, on pourrait le faire en considérant plus une seule pose statique, mais plusieurs poses. On pourrait aussi imaginer d'inverser des séquences dynamiques pour pouvoir inférer les paramètres dynamiques, comme les coefficients de frottement de l'air, par exemple. Et puis, on aimerait aussi voir si on peut étendre nos modèles à la simulation inverse de vêtements. Donc l'intérêt, ça serait encore une fois que l'artiste pourrait modéliser, sculpter librement un vêtement en 3D sans se préoccuper de la physique. Et automatiquement, une fois qu'il est satisfait de son résultat, la simulation statique inverse lui calculerait les bons paramètres de sorte que ce qu'il a construit correspond à un équilibre stable sous la gravité et ensuite qu'il puisse l'animer librement. Un autre intérêt, ça serait qu'on puisse avoir une méthode de mesure de paramètres non invasives, donc simplement basée image. Donc à partir de photos ou de peintures comme celle-ci, vous pourriez automatiquement, donc déjà il faudrait extraire la forme, et ensuite à partir de la forme, calculer automatiquement les paramètres de ce matériau. Donc ça serait intéressant parce qu'on n'aurait pas besoin de faire d'essais en traction, en flexion, comme ce qui fait aujourd'hui couramment pour mesurer des paramètres. Donc l'idée, ça serait vraiment d'établir un lien fort entre la géométrie et la mécanique. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais vous mentionner le fait que la plupart des logiciels qui m'ont servi à illustrer cette présentation sont librement téléchargeables sur nos pages web. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie de tester nos méthodes, vous êtes vraiment les bienvenus pour le faire. Je voudrais remercier aussi mes étudiants qui ont largement contribué aux travaux que j'ai présentés ce matin, donc Alexandre Derouet-Jourdan, Romain Casati et Gilles Davier.
et je vous remercie pour votre attention.